le gap qu'il y a entre les deux, quoi. Depuis que l'instance a été mise en place, il y a eu déjà toute la mise en place de l'administration de l'IVD, qui est des centaines d'employés, qui ont la création de plusieurs commissions d'investigation sur les violations des droits de l'homme, sur la corruption, etc. Donc c'est une mise en place d'une administration qui est assez conséquente, avec les problèmes qui ont été rencontrés. Une collecte de données, d'archives, de témoignages, d'auditions, des milliers et des milliers d'heures d'auditions à huis clos. C'est énorme en termes d'informations et en termes de travail effectué. Par la suite, les auditions publiques, évidemment, les investigations qui ont dû être faites, la base de données qui a dû être créée pour pouvoir centraliser toutes les données et toutes les archives sur lesquelles aujourd'hui il y a un problème, mais ça c'est une autre histoire. Et ça, entre les petites polémiques de est-ce qu'elle a une voiture ou pas, est-ce qu'elle peut trouver un local ou pas, est-ce que si une Céline est bien ou pas, est-ce que quelqu'un a démissionné, etc. Et ce travail-là, qui est assez conséquent et qui n'a pas été couvert, il y a un gap énorme. Et alors pourquoi il y aurait ce gap énorme? Encore une fois, on ne peut pas séparer les médias du pouvoir en place ou de la société dans laquelle on est. Les médias ne sont que le miroir d'un discours dominant. Ce n'est pas qu'en Tunisie qu'il y a un clivage entre je sais pas moi, entre les dominants et des personnes discriminées ou un autre discours alternatif. Les médias mainstream ont toujours été les porte-parole de la propagande du pouvoir dominant, c'est-à-dire qu'ils vont évidemment reprendre les problèmes que les politiques, que Béjira Essebsi, que le pouvoir a avec Sirine Ben Sadeline. Ils vont évidemment reprendre le discours des membres démissionnaires de l'IVD qui vont, encore une fois, casser sur l'IVD et sur Sirine Ben Sadeline. Ils adorent les polémiques du genre elle a pris une voiture qui coûte cher ou elle a voulu voler des archives à la présidente de la République. C'est-à-dire que ça aussi, c'est la nature même des médias tels qu'ils fonctionnent avec leur modèle économique aujourd'hui, qui veut que les choses que nous on pense importantes et qui devraient être couvertes sont noyées dans un bruit de faits divers, de polémiques, de petites discordes, etc., qui en fait en font une sorte de spectacle plus que du journalisme. Mais ça, encore une fois, c'est propre. Enfin, je ne vois pas un pays qui n'aurait pas ça aujourd'hui. C'est-à-dire que les médias, aujourd'hui, avec le modèle économique avec lequel ils fonctionnent, avec beaucoup de difficultés économiques aussi, s'embarquent dans une sorte de média spectacle, de journalisme spectacle, qui est loin de la profondeur qu'on attendrait de sujets comme ceux sur la justice transitionnelle. Donc, par rapport aux médias donc en Tunisie, et surtout les médias qu'on appelle mainstream, le problème évidemment est politique, c'est-à-dire que les propriétaires de médias, comme Sila Richour a dit, sont évidemment politisés, ils ont une orientation politique, mais j'ajouterais à ça le problème encore une fois économique, la précarisation des journalistes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en vouloir des journalistes qui doivent publier 10 petites dépêches par jour sur des sujets totalement différents, sans aucune formation préalable pour pouvoir les comprendre de manière optimale, d'aller dire « Ah, il y a un procès de Kamel Matmati et les accusés n'étaient pas là » et de s'arrêter là. C'est-à-dire que le journaliste aujourd'hui à Mosaïque FM ou je sais pas dans Autant ou dans un autre média est amené à faire du journalisme
journalisme fast-food, c'est-à-dire qu'il est amené, et c'est pas lui qui décide de ça, c'est qu'on lui demande d'être rentable. À cause, encore une fois, du modèle économique des médias en place et du fait qu'ils ne renouvellent pas leur business model ou même leur orientation par rapport à un journalisme de qualité. Encore une fois, on voit que là, il y a Néoé, peut-être il y a nous à la limite, mais c'est très difficile et d'autres blogs ou médias qui se créent, etc., qui tentent de créer d'autres modèles économiques pour pouvoir exister, mais évidemment, ils n'ont pas les moyens de médias comme de télévision, de radio, qui sont beaucoup plus à même de couvrir de manière beaucoup plus constante ce genre d'événements. Donc on voit la difficulté à créer d'autres modèles économiques et de faire perdurer des médias qu'on appellerait indépendants, c'est-à-dire qui n'auraient pas de conflit d'intérêt avec les dominants politico-économiques du pays. Donc je pense que la précarité du journaliste joue beaucoup sur le fait que l'information n'est pas donnée. Une dernière chose maintenant par rapport à l'IVD, c'est-à-dire qu'évidemment on a beaucoup critiqué l'IVD et beaucoup de fois diffamé l'IVD et beaucoup de fois critiqué l'IVD, mais il ne faut pas non plus dire que l'IVD n'a rien à se reprocher par rapport à cet état de fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est très difficile d'avoir une information auprès de l'IVD. C'est-à-dire que je peux rester une information approfondie, je veux dire, pas juste me donner quelques chiffres et me faire la communication de l'IVD et partir. C'est-à-dire que c'est très très difficile pour un journaliste d'aller voir, je ne sais pas, c'est très simple, hein. Il y a un pôle communication, vous êtes censé les appeler, vous êtes censé être redirigé vers des gens qui sont censés vous donner l'information, et ça peut durer des mois. Donc évidemment, nous, à la limite, peut-être qu'on aurait le temps de le faire et d'attendre et de relancer et de pousser, et d'insister, et de dire que c'est important d'avoir ce genre d'informations, etc. Mais aucun journaliste d'un média mainstream n'aurait les moyens de faire ça. Mais vraiment aucun. C'est-à-dire que ce n'est même pas une question qui se pose pour lui, de pouvoir prendre autant de temps pour lire des rapports, pour lire si jamais il a accès à des archives, pour lire des archives, etc. Vu la nature même de son travail. C'est ça en fait qui est le plus important dans une couverture très très superficielle des travaux de la justice transitionnelle, parce que peut-être que ce ne sont pas que les médias qui devront le faire, peut-être qu'il faudra des associations, des organisations, d'un travail de recherche beaucoup plus approfondi, de documentation, des documentaristes qui resteront sur le long terme. Et aujourd'hui d'ailleurs ça ne fait que commencer. Je considère que ça ne fait que commencer, vu qu'on aura bientôt accès à beaucoup plus d'archives et beaucoup plus d'informations. C'est aujourd'hui que ceux qui ont peur qu'on réécrive l'histoire, et ben c'est maintenant qu'il faut avoir peur, parce que c'est aujourd'hui qu'on pourra la réécrire en fait, avec l'accès à beaucoup plus aux dossiers des procès et aux archives de l'IVD. Voilà. Merci beaucoup Monia pour ce témoignage très spontané et puis qui complète un peu les propos de Sina Bouchera. Toi tu as parlé de la précarité qui est très importante et qui est dominante aujourd'hui dans notre métier. Et toutes ces problématiques de communication avec l'IVD qui se sont posées aux journalistes qui ont voulu travailler sur ce thème. J'en ai souffert moi-même, surtout quand à un certain moment j'ai fait une enquête sur la crise, qui a éclaté l'été dernier à l'IVD, et depuis je suis devenue personnellement, on ne m'a plus invité même aux conférences de presse publique. Donc vraiment il y a eu un problème de communication à l'IVD. Je me suis installée avec vous. En général, les modérateurs sont plutôt mobiles parce que je suis intéressée par ce thème, parce que je travaille sur ce thème. Et j'ai beaucoup travaillé. Je suis la correspondante de Justice Info en Tunisie et j'ai suivi le paysage, j'ai suivi l'historique de la justice transitionnelle depuis le début. C'est un thème qui me passionne vraiment. Et juste une petite remarque, Monia. Lorsque tu dis que les médias dominants ont toujours été le porte-parole du pouvoir, je ne suis pas
totalement d'accord avec toi, parce qu'on se rappelle, au temps de la Troïka au pouvoir, donc les islamistes, quand il dominait le gouvernement, il y a eu un parti pris pratiquement général dans tous les médias, même les médias publics, même la presse où je travaille, pour être critique par rapport au pouvoir. Le pouvoir politique à ce moment-là, le pouvoir politique, le gouvernement, l'ANC, et je parle de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire mon journal La Presse, qui est un journal public, plus ou moins public. Donc le parti pris, les éditoriaux étaient contre le pouvoir de la Troïka à ce moment-là. Et les lois, par exemple, les projets de loi sur la complémentarité, on se rappelle, les projets qui avaient une petite dimension religieuse et inspirée de la charia, ont été critiqués d'une manière vigoureuse dans les éditoriaux, dans les commentaires partout. Et on voit un changement de prise de position dès que la nouvelle élite présidée par le président Béji Caïd Sebsi a pris le pouvoir. Donc, et depuis, j'ai lu dans le journal La Presse des papiers contre la justice, contre la vérité, et on veut tourner la page du passé, en reprenant les mêmes slogans, on adopte, les journalistes ont adopté les mêmes slogans que le pouvoir politique en place. Et pour moi, c'est un moment de rupture et de retour en arrière. À ce moment-là, avec la justice transitionnelle, les journalistes sont revenus vers une sorte d'allégeance et ils sont redevenus les porte-parole du pouvoir et de la position du pouvoir. Et ça, pour moi, c'est un moment de vraie rupture. Si tu veux. Là, on adopte une table ronde, c'est revenu. On est parfaitement d'accord que les médias étaient très hostiles à la Troïka entre 2011 et 2013, 2014. Par contre, on n'est peut-être pas en phase sur ce qu'est le pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, les médias, c'est que le pouvoir, je considère en tout cas que le pouvoir n'a pas changé depuis 2011. Et que ce que tu as appelé la nouvelle élite, qui est Béji Caïd Sebsi, etc., n'est que l'ancienne élite qui est restée au pouvoir et qui continue à l'être, avec une parenthèse qui est celle de la Troïka, où de toute façon ils n'ont jamais pu vraiment avoir l'administration, avoir la police, donc peut-être qu'effectivement ils ont été élus, ils pouvaient adopter plus ou moins des lois selon les consensus, etc. Et encore, on l'a vu avec le Bardo, on a vu avec le changement de constitution, etc., qu'ils se soumettaient aux pressions, etc., pour convenir à notre camp. Donc, je n'ai pas l'impression que économiquement, politiquement et médiatiquement, le pouvoir ait changé. Depuis toujours, d'ailleurs. C'est-à-dire que depuis Ben Ali jusqu'à aujourd'hui. Et juste, je considérais la Troïka comme une parenthèse qui a tenté de prendre pour le coup le pouvoir de manière. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de défendre la Troïka, c'est-à-dire la Troïka d'ailleurs, Ninde aurait certainement bien voulu, on se souvient de locaux de Ninde qui étaient comme le RCD en fait, c'est-à-dire que c'est devenu un peu un parti État pour certaines personnes. Et donc je ne sais pas si Ninde, s'ils avaient eu l'occasion, n'auraient pas fait la même chose. Mais en tout cas, ils n'ont pas eu la possibilité de le faire. Donc voilà. Merci Monia. Je voudrais passer la parole à Thème Maki, le retardataire. Thème Maki s'est toujours présenté comme journaliste indépendant. Je crois qu'il continue à se présenter comme tel. Il est aujourd'hui rédacteur en chef du site Nawait, connu pour ses enquêtes et sa bonne couverture des mouvements sociaux. Thème a longtemps tenu une rubrique très suivie sur Nawait dédiée à la télévision. Thème Maki va aborder dans son intervention toute la stratégie montée par les médias mainstream pour décrédibiliser le travail de l'IBD et ses auditions publiques. Le débat continue. L'objet annoncé de mon intervention est très ambitieux. J'espère pouvoir rien qu'atteindre une partie ou un certain pourcentage de cet objectif-là. En fait,
je vais commencer par une interaction, comme ça les choses seront un peu plus fluides. Quand on parle aujourd'hui de la justice transitionnelle, notamment dans votre échange fort intéressant, on va dire, on aborde souvent la justice transitionnelle à partir de la création de l'IVD. Sauf que la justice transitionnelle en Tunisie, aussi maltraitée soit-elle, a commencé dès 2011. La commission de confiscation des biens du clan Ben Ali, ensuite certaines actions organisées notamment entre certaines organisations de la dite et vaguement appelée société civile, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, je pense ici au DECAF notamment, qui a contribué à une action de destruction de preuves à le ministère de l'Intérieur en allant baigner les murs des caves du ministère de l'Intérieur et en emmenant des enfants pour faire du coloriage là-bas et ainsi détruire des preuves matérielles et des pièces assez intéressantes pour notre mémoire collective et pour la justice transitionnelle. Mais ensuite, avec Narda, elle a eu l'occasion, Narda est grandement responsable du retard de l'instauration de l'instance vérité et dignité, mais également, n'oublions pas que Narda a accordé à l'exécutif directement le rôle de gestion ou d'instauration d'une certaine justice transitionnelle, chose pas faite à travers le malheureux ministère dit des droits de l'homme et de la justice transitionnelle. Et on se rappelle très bien l'agression policière des blessés de la Révolution à l'intérieur même de l'enceinte de ce ministère. Donc ça c'était en 2012, si je ne me trompe pas. Donc il y avait déjà une sorte de petite tentative d'instauration d'institutions concernées par la justice transitionnelle, etc. Mais la position des médias est toujours, je rejoins Moni, elle est toujours avec le pouvoir. Mais le pouvoir n'est pas seulement et exclusivement politique, et il ne se manifeste pas, même quand il est politique, il ne se manifeste pas seulement à travers les institutions, l'Assemblée, la présidence du gouvernement, etc. Il se manifeste aussi autrement. Revenons à notre sujet le plus important, pas revenons, nous sommes au cœur de ce sujet, à savoir les médias. Quand on parle aujourd'hui des médias publics, tu as dit avec une certaine hésitation, Olfa, tu as qualifié la presse de média public avec une certaine hésitation. Elle est tout à fait compréhensible, parce que c'est un média qui devrait être politique et qui est pour l'instant un média étatique. Il n'y a pas eu de changement des statuts, il n'y a rien eu du cadre légal qui régit son travail, ni non plus dans les pratiques journalistiques à l'intérieur même de cet établissement médiatique. Donc, cette situation-là nous renvoie plutôt à un média étatique qui est d'ailleurs toujours en proie à la pression. Les nominations des responsables de ce média se font par le gouvernement, etc. Entre autres, une autre institution publique très importante, l'établissement de la télévision nationale, et aussi celle de la radio tunisienne. Donc, toutes ces institutions-là n'ont pas connu de changement dans les règles qui les régissent, dans les textes de loi qui régissent leur travail, et par conséquent, nous savons aussi que, en grande partie, les recrutements se faisaient à travers les antennes du RCD. Donc on n'aura pas des journalistes qu'on ramène à travers le RCD et qui sont favorables à la justice transitionnelle. Eux-mêmes, ils ont bénéficié des largesses de ce régime-là, et donc ils lui retournent l'appareil parce qu'il y a aussi des intérêts liés, aussi petits soient-ils ou aussi grands soient-ils. Et quand on parle de grands intérêts, les médias privés, de leur côté, les patrons des médias privés sont concernés directement, souvent, parfois indirectement, par la justice transitionnelle, par le processus d'arbitrage et de réconciliation. Je vous rejoins sur le manque de transparence et l'opacité de l'IVD, surtout en ce qui concerne particulièrement cette commission, qui est très dangereuse à mon sens. Et les principales chaînes de télé sont concernées par cela. Déjà, l'octroi des licences des chaînes télé et des médias privés qui existaient avant la Révolution devrait faire l'objet d'une enquête par la justice transitionnelle. Parce qu'ils se sont fait, nous savons tous,
à partir de mécanismes claniques, du népotisme, etc. Et tout cela, ça nuit à d'autres intérêts. Quand on parle par exemple de Cactus Prod, aujourd'hui l'affaire se poursuit et les 6 personnes poursuivies avec ces méfaits, qui étaient des hauts cadres de la télévision nationale ou de l'Agence nationale de la production audiovisuelle, le procès est toujours en cours et ils ont présenté une demande pour être bénéficiaires de la loi sur la réconciliation administrative. Donc les intérêts sont étroitement liés, nous rappelant que Shams FM, aujourd'hui, elle est confisquée par l'État, mais c'était en partie la propriété de Sidi Ben Ali, Philippe Ben Ali. Mosaïque FM, il y a Vanessa Tabessi qui est actionnaire qui était actionnaire à hauteur de 13%. Zitouna, la radio Zitouna qui ne sert absolument à rien et qui continue à diffuser, on veut l'affecter au service public, était la propriété de Safarmat. Donc plein, et on ne pouvant en appeler, même dans la presse écrite, Saber était la propriété, l'actionnaire majoritaire était Safarmat. Donc, ces institutions-là ne sont pas neutres. Et leur positionnement sur les questions relatives à la justice transitionnelle ne sont pas des positions anodines ou d'ordre idéologique ou elles ne proviennent pas d'un penchant intellectuel. C'est une question d'intérêt. Et savoir la vérité veut dire aussi savoir inculper, savoir accuser avec des preuves matérielles. Et aujourd'hui, ça ne s'est pas fait. Et l'ensemble du processus, comme je l'ai déjà relevé, entamé dès 2011, a connu plusieurs rebondissements et plusieurs soubresauts. Donc, oui, les médias roulent avec le pouvoir, mais le pouvoir politique, économique aussi, c'est l'ordre établi. Les médias roulent avec l'ordre établi. Le cas d'Anna et de la Troïka est un peu complexe, parce que c'est à la fois un pouvoir politique qui n'a pas non plus fait beaucoup de choses pour la justice transitionnelle, rappelons-le. Je me rappelle d'ailleurs que l'un des mécanismes de la justice transitionnelle était la diffusion au Palais de Carthage de documentaires faits par Al Jazeera, sous les autres. Et des documentaires assez scandaleux par rapport à notre mémoire collective, c'est-à-dire qu'on délègue à une multinationale qui vient essentiellement, ses capitaux sont qataris, et on lui délègue le rôle de travailler sur notre mémoire collective sans créer des institutions et sans légiférer afin qu'il y ait une justice transitionnelle dans le pays. Donc, le problème est comme ça. Après, quand on parle de l'instauration de l'IVD, on remarque qu'essentiellement l'attitude des médias s'est caractérisée avant tout par une désinstitutionnalisation de l'IVD. Il y a le culte de personnalité de Siem Bassedri. On dirait que la justice transitionnelle, quand on regarde les médias tunisiens, on relève combien de fois on cite le nom de l'instance et combien de fois on cite le nom de sa présidente. On remarque qu'on note à l'instance Vérité et Dignité, dans le propos de ces médias, sa qualité d'institution. Tout est résumé autour de la personne de Siem Bassedri et de ses agissements. On oublie qu'il y a tout un conseil, et c'est elle qui le préside. On oublie que ce président a bien évidemment des prérogatives très importantes, mais qu'il y a tout un conseil autour, et on résume tout à la personne. Je me rappelle que, et on a recensé que les premiers plateaux de télé, puisque le format talk show domine énormément la télé tunisienne, la radio aussi, très peu de reportages, des gens informatifs qui nous donnent réellement un grand accès à l'information en faveur d'un débat, souvent sur les opinions. La quête n'est même pas informative dans ce débat, dans les questions posées par les journalistes. Comme invité, Zoé Marlouf, suite à son conflit avec Siem Bassedri, ici et là et partout, en parlant très peu de l'instance et trop de sa présidente. Donc cette désinstitutionnalisation se poursuit jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc même quand il y a une actualité, hop, c'est Siem Bassedri. Donc c'est a-t-elle eu son passeport ou pas, quelle est la marque de la voiture qu'elle a achetée, machin. Et il y a même, et ça part même jusqu'à une certaine pipolisation, si on veut, du travail de l'instance Vérité et Dignité. C'est-à-dire que la période où les médias ont relayé de l'information et travaillé sur l'instance Vérité et Dignité, c'était suite à la présentation du dossier de Slim Chibouk. Ça fait sensation.
Et on abuse de ça. Et on fait comme si c'était un accord entre Siem Bessedri et Slim Chibou. Et on oublie quand même, par exemple, il y a des informations, même si quelqu'un voudrait attaquer l'IVD, on a tendance à oublier qu'au sein même du conseil de l'IVD, il y a des avocats qui ont des intérêts matériels indirects liés à certains hommes d'affaires. On a tendance, c'est une profession libérale. Il y a une certaine sacralité de l'avocat, aussi dans les représentations médiatiques de ce métier, qui nous fait oublier que c'est une profession libérale, que ce n'est pas du bénévolat être avocat. Et donc, il y a des intérêts relatifs à cela. Ensuite, je pense qu'il est très symptomatique, parce que cette désinstitutionnalisation et cette concentration sur le culte de la personnalité a duré tout au long du mandat de l'IVD, peu avant, et nous voilà aujourd'hui, peu après aussi, cette décision du Parlement par rapport au 31. Donc, aujourd'hui, nous pouvons aussi remarquer, durant cette période, autre chose relative à la justice transitionnelle. Je tiens à rappeler que la justice transitionnelle, c'est pas seulement et uniquement l'IVD. Et ça, c'est la loi dite d'abord sur la réconciliation administrative, économique et financière, ensuite administrative. C'est très révélateur d'observer, chose que j'ai fait. L'attitude, par exemple, sont les médias privés, leurs intérêts sont clairs, ce qu'ils cherchaient est clair, mais le journal de la télévision nationale, il y a eu, à partir de la création du mouvement Manif Semah et toutes les manifs qu'ils ont fait, le journal télévisé, jusqu'à la manif du 12 septembre 2015, parce que c'était un événement marquant, rappelant que c'était un bras de fer autour du droit de manifester. On a failli, à cette période-là, avec l'état d'urgence invoqué comme alibi, être privé du droit de manifester. Mais il y a eu 3 manifs avant cette date, dont 2 étaient réellement incontournables, c'est-à-dire qu'il y avait une présence importante et une brutalité policière importante. Je pense que quand il y a des gaz lacrymogènes tirés à l'avenue Bourguiba, c'est un événement qui mérite couverture. Donc sur ces 3 événements, il n'y en a qu'un seul qui a bénéficié d'une couverture, et quand il a été couvert, il y a eu une anonymisation de la partie contestatrice. Le nom de Manif Semah n'a jamais été évoqué dans 2 reportages successifs de la télé nationale. Et dans le 2e reportage, il part jusqu'à attribuer l'organisation de cette manifestation, de cette action de contestation, à l'UGET et au Front populaire. Alors qu'ils étaient dans la ceinture, alors qu'ils étaient tout simplement solidaires, qu'ils n'ont jamais revendiqué d'aller dans la rue et qu'ils étaient là derrière le mouvement Manif Semah. Et on le comprend. Comment un journaliste qui est là, ou un rédacteur en chef qui est là, parce qu'un jour ou l'autre il a eu une proximité avec Abdullah Abdallah, pourrait aujourd'hui se retourner et dire non, il y a un collectif et on va vous informer là-dessus, il s'appelle Manif Semah, il veut foutre tous ces gens-là en top. C'est un peu normal, c'est prévisible, et c'est les intérêts dont je parlais qui ne sont pas vraiment d'ordre économique, mais c'est aussi d'ordre social, parce qu'il y a eu aussi le fait de retarder tellement la justice transitionnelle, a conduit à une stigmatisation parfois disproportionnée et irrationnelle des gens qui ont servi l'ancien régime sans vraiment regarder quel est le degré d'implication ou de responsabilité dans ce qui s'est passé à l'époque, qui a conduit aussi par ailleurs à une solidarité sociale avec certaines de ces personnes-là, parce qu'après tout, ce sont des situations humaines, et il y a des gens qui n'ont franchement pas nui au pays autant que les leaders politiques actuels qui se proclament de la révolution, et qui sont lynchés socialement, médiatiquement, tout simplement parce qu'aussi ils ne se sont pas alignés. Et c'est là que la justice transitionnelle aurait dû intervenir très tôt pour préciser les responsabilités, rétablir la vérité, mettre fin à l'impunité et réparer, et apporter les réparations nécessaires aux victimes. Au-delà de cette tendance-là qu'on a observée avec Manif Semah, on remarque, j'ai parlé d'un corps de métier particulièrement, et je pense que son rôle dans les médias était déterminant en rapport avec la justice transitionnelle, les avocats.
ramène l'avocat de Ben Ali, qui a également plusieurs autres clients parmi le clan Ben Ali, je cite ici Mounir Bassar, pour se prononcer sur la loi sur la réconciliation nationale. Or, on ne lui précise pas son vrai statut. C'est l'avocat de ces gens-là, c'est pour ça qu'il est présent. Mais sous un statut, phagocyté comme ça, le président de l'association tunisienne du droit pénal. Et les exemples sont nombreux. Il n'y a pas que lui. Il y a Salha, il y a Nizar Ayed, il y a Ben Ahlima, il y a toutes sortes d'individus qui se revendiquent de cette profession et qui sont présents sur les plateaux, parfois comme analystes politiques, voire même comme chroniqueurs, sans être nommés en tant que tels, parce que l'ordre des avocats fait des efforts aussi à ce niveau, qui ne sont pas toujours des plus judicieux, malheureusement, mais il y a des efforts en ce sens. Et on présente ces gens-là comme analystes politiques, etc. Alors que non seulement ils ont une casquette politique d'affiliation partisane, qui fait que la position partisane est contre ça, mais non, on ne les présente pas comme telles, ou on les présente sous des casquettes de la vaguement dite société civile. Cette fameuse société civile, qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis de la société civile et je vais vous parler des astres. Ben, très bien. Donc, la société civile a toutes les cartes blanches, toutes les légitimités, c'est un statut qui donne accès à tout et à rien à la fois. Je parle toujours dans les médias. Donc, mais tout cela a été également procédé, c'est-à-dire que les médias n'ont pas toujours été dans la réaction. Il y a un terrain préparé. On se rappelle de certains épisodes de ce qu'on qualifierait de rebranding de la famille Ben Ali. On se rappelle notamment des 2 numéros d'Al-Hiwar al-Tounsi avec, comment il s'appelle déjà, le Trabelsi. Je ne me rappelle plus de son nom. Non, celui qui a les cheveux copinés. Non, bon. Non, c'est le neveu de Leïla Ben Ali qui est chanteur de variété. Voilà, Saïf. Donc on se rappelle de ces 2 numéros-là. On parle de l'intimité de la famille Ben Ali, etc. Donc au moment où on stigmatise l'autre, on lui fait subir un blackout, etc., on nous propose une immersion dans l'intimité et le côté humain de la famille. Donc, et là c'est clair, c'est-à-dire que le sensationnalisme est une arme qu'on utilise comme on veut. Que ce soit pour parler de la marque de voiture de Siem Bessédine, ça fait sensation, ou pour évoquer la famille Ben Ali. Donc, à vrai dire, tous les moyens sont bons. Et ces gens-là ont des intérêts communs, je le rappelle. Et donc, ces intérêts-là se manifestent et se défendent quasiment spontanément. Il n'y a pas d'adhésion, il ne faut pas forcément d'adhésion intellectuelle ou idéologique. Et on rappelle, après tout, que la dictature qui a été instaurée en Tunisie, du moins sous le régime de Ben Ali, n'était pas basée sur quelconque projet intellectuel ou sur une adhésion idéologique ou quoi que ce soit. C'était un ensemble d'intérêts, une convergence d'intérêts entre toutes ces personnes-là qui s'exprimaient à travers le népotisme, à travers les pratiques anciennes, et les médias sont à la tête de ces pratiques-là dès la première licence accordée à un média audiovisuel jusqu'à celles qui ne sont pas nombreuses et qui l'ont suivi. Merci. Merci beaucoup, Céline, pour avoir complété par tes remarques et tes analyses sur le paysage très complexe des médias tunisiens de cette transition qui continue et qui se complexifie de jour en jour. Je voudrais passer la parole à Shaima Boulet. Shaima a présidé l'association d'OpenGov Baoussalah. Elle a par la suite été la directrice des programmes de l'association Ban Amen. Aujourd'hui, elle co-anime une émission sur la radio nationale qui traite de l'évolution des politiques publiques. Elle va nous parler en 2 axes. Comment une ONG peut-elle passer ses idées, communiquer ses idées quand les grands médias l'occultent.
أتحدث بالعربية. شكرا ألفا. الحق كان عندي حرج كبير كيف كلمتني ألفا على البانل هذا، خاصة إني باش نحكي على جامعتين اللي ما عادش أنا موجودة فيها. لكن وقت سمعت المداخلين والمداخلات اللي قبلي حسيت إنه في الحقيقة أنا في موضع أكثر اللي نحكي عن الخبرة هذه بموضوعية أكثر، ومن غير ما يكون عندنا قفازات نتاع تواضع. مش تحكي على البوسطة، مش تحكي على البوسطة، مش تحكي على البرلمان زادة بالبعد اللازم باش نحكي بطريقة موضوعية. باش نبدا من شو الدور اللي كان موجود عند البوسطة انها توفر معلومات حول العدالة الانتقالية عن طريق تجليين العدالة الانتقالية اللي هو قانون المصالحة والميزانية، ميزانية هيئة الحقيقة والكلام. علاش نحكي على هذوما الاثنين؟ على خاطر البوسطة موجودة في مجلس نواب الشعب. يعني التجلي لازم يكون عن طريق تصويت وجلسة استماع أو أحد الأدوار لمجلس نواب الشعب. الحق ما كانش عندنا دور كبير في تغطية دور السلطة التنفيذية، ممكن هذا نتمنى يكون فرق دور أكبر خاصة في غياب قائمة الشهداء وجرحى الثورة مازالت ما تنجمش. لكن باش نركز على المصالحة، قانون المصالحة ونقاش الميزانية. البوسطة كان عندها دور في قانون المصالحة من أول ما خرج القانون، الدور التقليدي اللي هو تغطية أي مبادرة تشريعية موجودة أو تدخل مجلس نواب الشعب. لكن من بعد خلال نقاش إذا كان ثم دور تقليدي اللي هو تتبع أي مبادرة تشريعية تدخل مجلس نواب الشعب، ونعرف المبادرة هذه تم تعطيلها عن طريق الشارع ومبادرة مش مسامح. وقت بدا النقاش الجدي على هذه المبادرة بدات البوصلة مع جمعية أنا ينقذ تحاول تغطية اجتماعات اللجان عن طريق البث المباشر على فيسبوك. البث المباشر اللي اليوم نحكيو عليه في مجلس نواب الشعب انه حاجة موجودة عندها برشا، في الحقيقة هي بدات مع مشروع قانون المصالحة، وكان ثم برشا عرقلة للبث المباشر خاصة من رئيس لجنة التشريعات سي طيب المدني ومن رئيس كتلة نداء تونس في مجلس نواب الشعب، وين تم إيقاف فريق عام البوسطة من البث المباشر أكثر من مرة إلى أن ولا عنده هذا ثمن سياسي كبير فسمحوا لنا إنه إحنا نكملوا البث المباشر وقتها. أكبر مثال على صعوبة التعامل مع العدالة الانتقالية كجمعية البوصلة هو الفات إنه البوصلة تهبط أي بيان خاص بمجلس نواب الشعب وتوا خاص بالبلديات بطريقة تلقائية وتقريبا يعني سيستماتيك. الإعلام التقليدي وغير التقليدي كلام. أنا هذاك علاش مهم إنه نكون من موقع ما يلزمنيش إنه نكون متوقع. البوصلة ديما تتلقى تفاعل مع الإعلام فيما يخص بياناتها، إلا البيانات الخاصة بقانون المصالحة اللي هو يجعل هذا الشيء أمر غير طبيعي. إنه أنت بطريقة ديما تضمن إنه فما تفاعل إلا في موضوع معين فيما يخص قانون المصالحة، مش فقط الموقف من القانون لكن أي خروقات صارت عندها علاقة بالقانون. أعطيكم مثال. لجنة التشريع العام شخصيا نحب نسميها المقبرة بتاع القوانين، لكن هي اللجنة الوحيدة في مجلس نواب الشعب في وقت قانون المصالحة اللي تقوم بالاجتماعات نتاعها دون الإعلان عليها. لا إعلان على الموقع الإلكتروني أو حتى إعلان النواب اللي هو شو يخلق هذا؟ عدم قدرة الإعلام على تغطية هذه اللجان. يعني الإعلام في معظم الأوقات ما تلقاش موجود لأنه اللجنة ما تعلنش. والبوصلة هبطت برشا بيانات فيما يخص هذا الخلق اللي هو يؤدي إلى عدم تغطية الإعلام. عمر ما تم الاتصال بنا من وسائل الإعلام التقليدية التقليدية تتصل بنا، يعني أبدأ من التاتيك إلى البريفي. مثلا اللجنة هذه كان ثم خرق كبير فيما يخص أو مش خرق، كان ثم مشكلة في تنازع الاختصاص بين لجنة الحقوق والحريات ولجنة التشريع العام. كان ثم مقترح قانون من الجبهة لتنقيح قانون العدالة الانتقالية ومشروع قانون المصالحة، فما حتى تغطية إعلامية أو تواصل مع البوصلة. رغم
لانه هيك المبادره التشريعيه الوحيده لرئيس الجمهوريه. يعني موضوعيا عندك كل المعطيات باش يكون فما ضغط، يعني ما نوافقكش برشا منى فيما يخص القدره عند بعض المؤسسات، يعني انه يكون عندك بيان لجمعيه وعندك الكونتاكت انفورميشن نتاعها وانت متعود انك تقوم بالمينيموم، فما حاجه غير طبيعيه انك تمتنع عن تغطيه اي حاجه. فانا يظهر لي يعني موضوعيا نجم نقول كان فما امتناع عن تغطيه عمل جمعيه البوصله فيما يخص المصالحه ضمن جمعيات اخرى. من الحوش وصل. التغطيه الوحيده اللي كانت موجوده هي من نواه وقت انا كنت نترأس الجمعيه، مش نحكي على قبل او من بعد. خلال المظاهرات اللي كانت امام مجلس نواب الشعب في الايام الاخيره لقانون المصالحه. هذا خلى الجمعيه انها في عوض ما تكون هي جزء من الحلقه اللي هي توفر المعلومه والاعلام هو ياخذ المشعل ويغطي، خلت الجمعيه تفكر كيفاش هي تكون منبر اعلامي. وهذا تجلى في عده طرق، اولا البث المباشر للجلسات، الحاجه الثانيه هي الحوارات المباشره اللي عملناها وقتها في رمضان 2017 وكان واحد منها تركيز على الاعلام، كان ثامر هو مدير النقاش وسي العربي كان واحد من المشاركين. فوقتها الجمعيه بدات تاخذ ما تكونش فقط عندها دور توفير المعلومه لكن صياغه المعلومه بطريقه مشابهه شويه للاعلام غير التقليدي، ويكون فما عده نقاشات حول قانون المصالحه في غياب اي نقاش عن قانون المصالحه يتم فيه استدعاء الجمعيه كمشارك فيه. وقتها زاد الجمعيه اخذت او قامت بعمل غير مسبوق بالنسبه للجمعيه اللي هو مشاركه جمعيه اخرى اللي هي اليقظ في حوار لايف، فولينا نستخدم الاعلام غير التقليدي خاصه الفيسبوك ان نقوموا بحوارات مباشره سواء بالمختصين او الممثلين نتاع الجمعيات، كان اشرف عوادي وعبد الله حكينا على قانون المصالحه، وتم ايضا بث مباشر من داخل مجلس نواب الشعب خلال النقاش والتصويت على قانون المصالحه. فهذا خلى المجتمع المدني ياخذ دور اخر ويمنع الفراغ اللي كان موجود من الاعلام التقليدي. نحب نحكي على تحدي قبل ما نمشي نحكي على بر الامان. تحدي بالنسبه اللي وجدته جمعيه البوصله في تغطيه او الحديث على العداله الانتقاليه وخاصه قانون المصالحه. التحدي الاول هو القدره التواصليه لهيئه الحقيقه والكرامه. سؤال يطرح نفسه كيف انت ضامن على الاقل انه مره في العام مش يكون عندك استماع في الجلسه العامه في مجلس نواب الشعب للدفاع على الميزانيه. كيفاش تسيء استغلال هذا المركز او الموقع او الوقت وتركيز والبث المباشر للتلفزه الوطنيه وما يتمش استخدامه بطريقه فعاله من قبل رئيسة هيئه الحقيقه والكرامه للدفاع على العداله الانتقاليه في تونس. في وقت من العداله الانتقاليه كانت تحت تحت القصف. فهذه من داخل جمعيه البوصله حاجه تلاحظها في الجلسه العامه، يعني احنا ديما نكونوا جالسين من الفوق وديما نتوقعوا انه نسمع حوار يدافع عن العداله الانتقاليه، للاسف ممكن بسبب ضغوطات او عدم وجود قدره تواصليه ما يكونش الخطاب بالمستوى المأمول. هذا في غياب اي يعني في حاله انه هيئه الحقيقه والكرامه ما كانش عندها اي بلاتفورم اخر، ديما عندك على الاقل خلال نقاش الميزانيه هذاك المجال من عام 2014 ثلاث مرات. الحاجه الثانيه هي التعامل مع الارقام الخاطئه. خلال الحديث على قانون المصالحه شنو كانت الصحافه تكتب انه قانون المصالحه باش يؤدي الى 1.2% نسبه نمو. فتبقى انه المصدر الوحيد لمعلومه دقيقه اللي هي غير دقيقه هو صحافه مواليه جدا لجهه او كفه واحده. حطينا وقتا في الجمعيه مطلب نفاذ الى المعلومه لرئاسه الجمهوريه باش تمدنا بالمعطيات يعني الدقيقه اللي تؤيد شرح الاسباب لقانون المصالحه الى يومنا هذا نستمر. ثم زاد التحدي نتاع المفردات الايجابيه، لهنا باش نجيب على حاجه انت حكيت عليها. المصالحه كلمه مزيانه برشا، كما كلمه التوافق اللي هو مسوس اشياء سلبيه جدا استخدامها بطريقه سلبيه جدا في تونس، واللي هو يظهر لي يؤدي الى العزوف عن استخدام كلمه الحقيقه والكرامه، لانه اذا الاعلام يتحدث على هيئه الحقيقه والكرامه هي حاجه مزيانه برشا، فما تنجمش تحكي انت
الهدف من الخدمه نتاعك انك تهدم حاجه ما تنجمش تسميها بالمفرد الايجابي نتاعها. فتم تعويض كلمه الحقيقه والكرامه بكلمه المصالحه. وهذا عمل تحدي حتى للجمعيه في صياغه البيانات، كيفاش تكتب او تنتقد مبادره المفرد المستخدم فيها ايجابي. المفردات شكل التحدي زاد في حمله مانيش نسامح. البوصله وقت كنت موجوده خلقت هاشتاج او اسم اخر اللي هو ما يتعداش. كان ثم نقاش كبير من داخل اللي هو هل نستخدموا نفس المفرد اللي هو فيه التفاف حواليه مع كل المخاطر اللي موجوده، اللي هو مثلا التحزب نتاع الحمله كما حكيت انت على التغطيه الاعلاميه. وهذاك علاش الجمعيه خذت الخيار ان تخلق حاجه اخرى مع انها تقعد بنفس نقطه الالتقاء اللي هي تذكر المصالحه. هذا تحدي يواجهه الجمعيات، انه كيفاش تتحمل مسؤوليه سياسيه لحمله او اسم تسمي حمله. وهو خلق تحدي داخل جمعيه البوصله انه باش نشوف الخيار انك تخلق حاجه اخرى مع كل التداعيات نتاعها. كان ثم تحدي اخر زاد اللي هو العمل مع المنظمات الاجنبيه. في وقت كي نجي نحكيو على قانون المصالحه، من اسهل الاسلحه اللي يتم استخدامها لضرب مصداقيه اي حاجه هي التدخل الاجنبي. فهذوما ايضا من الخيارات اللي كانت تطرح او التساؤلات اللي تطرح داخل البوصله وجمعيات اخرين، اللي هي هل نجم يكون عندنا ظهور اعلامي في مؤتمر صحفي خاص بحاجه حساسه مثل العداله الانتقاليه مثل مع جمعيات اخرين ولا لا؟ في بر الامان احنا عندنا برنامج من عام 2015 لتقييم السياسات العامه. في صيف 2017 وهنا التسلسل الزمني مهم، وين قانون المصالحه كان يتم النقاش نتاعو والبرامج الصيفيه بدات وقتها للاذاعه الوطنيه. ما كان ثم حتى حديث على قانون المصالحه بطريقه يعني مخصصه لقانون المصالحه، كانت موجوده في الاخبار لكن ما كانش فما حديث في الموضوع. كيفاش المجتمع المدني نجم يخلق مجال اخر حتى داخل الاعلام التقليدي؟ احنا كنا مسؤولين على البرمجه الصباحيه في الاذاعه الوطنيه، وباستخدام اتفاقيات كانت موجوده مع جمعيه البوصله والاذاعه الوطنيه وبعد مع جمعيه البرلمان، كنا نجموا ندخلوا للاذاعه الوطنيه ممثلين عن المجتمع المدني اللي هم نعرفوا انهم عندهم مواقف معينه ماهيش ممثله في الاعلام. علاش نحكي في هذا؟ على خاطر ساعات المجتمع المدني عنده دور مش فقط انه يعطي المنتوج الاعلامي اللي باش يتداول مع الاعلاميين، لكن ايضا انه هو يدخل داخل الاعلام ويعملها بطريقه العكسيه، يولي هو داخل المؤسسات الاعلاميه ويفتح المجال للمنظمات او الاصوات الاخرى اللي ما عندهاش الحيز الكافي باش يكون فما على الاقل تعامل محايد او موضوعي مع موضوع معين. باش نختم الحديث نتاعي بتساؤل، نعرفوا انه فما برشا حديث على مشروع قانون العداله الانتقاليه جديد باش يدخل ممكن مجلس نواب الشعب او التنقيح نتاع قانون العداله الانتقاليه. يظهر احسن مؤشر لهل الاعلام قاعد يتحسن ولا لا هو انه احنا نقارنوا كيفاش يتعامل الاعلام مع جمعيات كما جمعيه البوصله مع بياناتها او جمعيات اخرين، كيفاش يتعامل معها في قانون المصالحه وكيفاش باش يتعامل معها في مشروع قانون اللي نورمالمون باش يدخل. وهذا باش يعطينا يا اما باش يغير الفكره نتاعنا انه هو فما انحياز تام، والا ان شاء الله مشاكل من هكا يكون فما تركيز انه هو يعمل الكفه. فيما يخص انه هل الاعلام منحاز للسلطه ولا لا، انا يظهر لي الاشكال هو الاعلام مش قاعد يتداول مع مفاهيم، ما طرحش مفهوم العداله الانتقاليه بالنسبه للناس مش خاص فقط بهيئه الحقيقه والكرامه والمصالحه، لكن العداله الانتقاليه لو كنا قاعدين نطرحوا في مفاهيم في الاعلام ومش فقط نقتصروا على المؤسسات، راهو التاثر بتاع التعامل مع المفاهيم هذه ماهوش باش يكون كبير بتغير الحكومات او تغير البرلمان، يظل مازلنا ما وصلناش لهذه. Merci beaucoup Shaima, merci beaucoup pour toutes ces brillantes interventions qui ont posé beaucoup de problématiques, dont les dérapages déontologiques, la désinformation. Et moi je me rappelle d'un détail, la première conférence de presse de Benishim Semah, c'était en août 2015, elle a été tenue au siège du syndicat des journalistes. Il n'y a pas une seule couverture. Une seule couverture. Donc
qu'il y a un parti pris très clair par rapport à ce sujet. Parmi les problématiques qui ont été posées aussi, des problèmes de communication de l'IBD avec les médias, et je suis heureuse que l'un des commissaires soit avec nous, il pourra peut-être répondre à nos interrogations. Les problèmes de déontologie, peut-être Sila Harbi a beaucoup réfléchi sur la déontologie et sur les réformes des médias et comment faire pour que ces dérapages soient dépassés. Nous ouvrons le débat et je pense qu'il y aura beaucoup de questions. Merci. Bonjour, je me présente Thierry Brésillion, journaliste. J'ai une question sur la notion de médias mainstream. En fait, la catégorie me paraît un peu englobante et elle englobe en particulier un média comme la presse, qui est un média d'État, une chaîne de télévision nationale, qui sont des organes de presse qui disposent d'une économie solide, ils sont financés par l'État, comparé à des petits sites d'information sur Internet. L'économie solide, bon, la presse. En tout cas, qui ne sont pas dans la même précarité qu'un petit média qui repose sur des financements aléatoires, petit média électronique. Or, on voit qu'un certain nombre de ces médias électroniques jouent un rôle de mercenaire au service de clans politiques, affairistes, et finalement on partage souvent les mêmes partis pris que des médias qui sont assis sur une économie publique. Or, sur une base matérielle aussi différente, j'ai du mal à voir qu'est-ce qui fait qu'ils peuvent finalement partager les mêmes approches. Je pense que Tamer a répondu en partie déjà à cette question, mais j'aimerais comprendre qu'est-ce que la catégorie des médias mainstream englobe et qu'est-ce qui finalement partage ces différents types de médias. Merci. Ici, Rachid. Bonjour tout le monde. Bon, j'ai 4 points. Si Rachid, représentez-vous. Bon, Rachid, j'ai un ex-détenu politique. Je suis en quelque sorte activiste libre. Bon, j'ai 4 points que je vais citer et dont je vois qu'ils sont importants pour pouvoir continuer à analyser les choses. Bon, donc il y a un état de polarisation depuis la Troïka, comme l'indiquait monsieur le professeur. Je cite qu'il n'y a pas de séparation de médias et de pouvoir dominant. Il n'y a pas eu de séparation. Les médias sont déviés de leurs principaux objectifs et surtout envers la justice transitionnelle. La loi de conciliation administrative, je pense que c'est un crime envers ce pays et que cette loi est liée à un lobby mafieux lié au pouvoir dominant. Donc ces 4 points-là, je tiens à insister sur ces 4 points-là. Malheureusement, on est en train de combattre ce pouvoir mafieux. Mais j'ai quand même, je suis optimiste de voir des jeunes qui sont bien, qui analysent bien les choses et je suis confiant pour l'avenir de ce pays, en voyant ces jeunes-là. Merci. Merci. Merci, Siraj. Merci. Autrefois, bonjour à toutes et à tous. Là, je mets la casquette de sociologue, justement, pas d'idée. Malheureusement, je n'ai pas entendu les 2 premières interventions. Je vais réagir par rapport aux 2 dernières. Je vous félicite les 2 pour vraiment ces interventions que je trouve qui sont assez objectives et qui ont bien détaillé le problème de médias aujourd'hui en Tunisie. En fait, il y a le sociologue français Pierre Bourdieu, il y a un texte fameux qui dit « Je n'aime pas la télévision ». Et moi, à partir de 2014, je commence à détester la télévision en Tunisie à cause de ses effets pervers, à cause de cette manipulation de l'opinion publique, à cause de ces influences qu'elle fait sur la démocratie, sur le processus politique, de détourner vraiment les informations
Et on commence à avoir cette distance. Moi, aujourd'hui, je ne regarde pas la télé. Mais malheureusement, ça sort quand même. Sur Facebook, sur YouTube, on le trouve. Surtout quand tu es sur terrain et tu observes tout, et tu es vraiment très très proche, et tu connais il s'agit de quoi exactement. Et moi, pas mal de fois que je vois toutes mes copines et les plus proches sont des journalistes. Et donc, souvent, je discute avec eux, et après, tu dis non, mais c'est la ligne directrice, c'est le rédacteur en chef, c'est je ne sais pas quoi. Et là, moi, je me dis, où est l'indépendance d'un journaliste? Où est le professionnalisme d'un journaliste? Où est les principes? Si aujourd'hui, on défend nos principes propres à nous. Si on est dans la société civile, parce qu'on a nos projets, on a notre vision aussi, il faut les défendre. C'est pas en fait que parce qu'il y a le rédacteur en chef, ou bien c'est la ligne directrice, tu as un espace, un autre espace. Moi, je regarde ce qu'il écrit Moaz Bey, par exemple, sur sa page privée, et je le suis, même si ce n'est pas la même chose qu'il écrit dans le journal dont il travaille. Je reviens à la question de personnaliser l'institution, d'éviter tout c'est Hamd Sidrin. Et dans tout ça, il y a d'autres personnes qui sont touchées, ce sont les autres commissaires. Chaque commissaire, presque, est le président d'un autre comité. Et personne ne le regarde, personne ne pose des questions par rapport à leur travail, à ce conseil qu'il y a à l'EVD. Je dépasse les commissaires, il y a 604 qui travaillent à l'EVD, des sociologues, des psychologues et des juristes. Et c'est pour cela le travail qui a été réalisé n'a pas été ni valorisé ni qualifié publiquement. Moi, j'ai visité même le groupe parlementaire et tout le monde font des bilans à l'EVD. Mais de quel bilan vous parlez? Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il y a comme travail à l'EVD? Quand on parle de 48 000 audiences et écoutes, est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire écoute à l'EVD? Moi, à mon avis, des journalistes parfois posent des questions et j'entends des débats à la radio et ils ne préparent même pas un dossier. Quand tu invites une personne et tu as un autre invité, normalement on doit préparer tout et surtout par rapport au concept. Qu'est-ce qu'on veut dire par justice transitionnelle? Et hier, il y avait une intervention avec tous mes restés. Il dit, normalement on ne parle pas de justice transitionnelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire on ne parle pas de justice transitionnelle? C'est une justice exceptionnelle, qui ça n'a rien à voir avec la justice normale et ordinaire. Je veux féliciter Madame de Baus, là, moi aujourd'hui vraiment, je salue Baus, là, et je suis toujours les vidéos qui en fait. Mais je veux dire pourquoi, parce que moi aussi je fais partie de Manish Sana. Pourquoi il n'y avait pas cette couverture? Quels sont les médias qui sont en fait aujourd'hui les institutions médiatiques et les créateurs de l'opinion publique? Sont Mosaïque, Chance FM, aussi, et ce sont des personnes qui sont concernées soit par le directeur, soit par le propriétaire, comme il a mentionné monsieur, et donc c'est normal qu'ils ne vont pas couvrir ça. Voilà, merci. Une question? Ah non, non, c'est juste une réaction. Ok. Sirafine. Oui, je suis un chercheur indépendant. Mon intervention se fera sur 2 points. Le premier point, le récit historique. Résumé, parce qu'il y a d'autres personnes qui vont... je vais aller un peu vite, excusez-moi. Et le deuxième point, c'est le paradigme. Mon intervention au niveau du récit historique, nous avons depuis bien longtemps acquis une histoire, un récit historique à la bourguibienne. Nous en sommes tous convaincus. Or, ce récit est à réviser. Par ailleurs, je pense que nous sommes en train de tourner en rond. J'espère que je vais essayer de vous présenter quelque chose qui va éventuellement vous intéresser. Je crois que nous vivons depuis bien longtemps dans la stratégie occidentale et nous n'avons pas notre propre stratégie. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, Quand la géofinance supplante la géopolitique. C'est pour démontrer en clair l'importance de la finance dans le monde, aussi bien dans les médias que dans l'économie, que dans toutes les disciplines que nous avons acquises, aussi bien à l'université, ailleurs. C'est sur ce point-là que je crois que le paradigme doit être très important. Le paradigme, c'est une suite d'idées. Ça veut dire que tout ce que nous avons acquis au niveau de l'école française, depuis un bon bout de temps, doit être revisé et remis en cause. Par ailleurs, il y a plusieurs autres écoles d'histoire qui m'ont, à mon niveau, éclairé
et je fais allusion à l'école africaine d'histoire, à l'école anglaise, anglo-saxonne d'histoire, qui peut nous éclairer sur d'autres points. Mais ce qui m'intéresse le plus, et c'est le plus important, quand vous vous attaquez aux médias, sachez, chers amis, que les médias ne peuvent pas apporter une information objective parce qu'ils sont soutenus par les financiers qui sont aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Tunisie. C'est la raison pour laquelle je crois savoir que la justice transitionnelle n'a pas eu lieu et n'aura pas lieu jusqu'à je ne sais jusqu'à n'importe quel moment, excusez-moi. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'on doit, je crois, reviser un peu tous les récits historiques que nous avons acquis à ce jour, et nous devons refaire notre propre histoire en dehors de ce cadre-là. Je crois que la chose sera très difficile. Je vous remercie. Merci, Sir. Merci, Ahmed. Madame Raouda Qarafi. بارك الله فيك سيد أحمد pour votre présence. Sidi Ahmed est agriculteur et très passionné par le sujet, notre sujet. Il nous suit depuis hier. Merci. مش التقدم ديك أقول اللي أنا ندافع على هيئة الحق والكرامة لعدة أسباب. أول حاجة نعتبر هي الواجهة نتاع الدفاع عن الثورة، أهداف الثورة. نراها هي المستقبل، لأن في تونس في الحقيقة ماهوش كان ضحايا هما ضحايا، الشعب التونسي كله ضحايا. وأنا نقول وأنا ندعمها بكل القوة نتاعي، وننتقدها أنا ربما مش نشوف أعمالها من بعد ما يطلع التقرير نتاعها ونشوف. في ذلك الحين يمكن أن نواجه النقد، لكن الآن من المفروض ندعمها ونزيحها من أمامها العراقيل، كل العراقيل، لأن هيئة الحق والكرامة هي ولدت عندما عند حكم التراث، والتراث هي في الحقيقة ثمرة الثورة، لأنه الشعب التونسي وقت اللي ثار مشى اختار أحزاب معارضة ومعروفة ومهيئة ومعروف بنظاماتها وصوت لهم. من بعد في الانتخابات الأخرى في 2014 لعبت العديد من العوامل خلت أحزاب أخرى تطلع، والشعب التونسي حر باش يقوم بالتجربة نتاعو، حتى واحد ما يحكم فيه. لأن نحب نقول حاجة بالنسبة للعدالة الانتقالية، ربما في الإعلام برشا ناس يلوموها اللي هي كانت مقصرة. علاش مقصرة؟ لأنها عندها واجب التحفظ. واجب التحفظ اللي هو في الحقيقة من ناحية أحماها ومن ناحية ما خلاهاش تدافع على روحها. لأنه في كل مرة وأنت تتكلم العدالة الانتقالية تثير ضجة حول مكملة، وكان التحفظ ربما نوع من خلاها تصمت في البداية خاصة في السنوات الأولى. ولهذا نعتقد، وكذلك الأخت قالت اللي نتاع بوصلة قالت اللي ما اغتنمتش فرص في مجلس النواب باش تدافع على روحها وتشرح. هي وقتها في مجلس النواب عندها 100,000 مشكل، ناس منشق عليها وتهاجم فيها، وهما في أغلبهم بصراحة مكلفين بمهمة لفرق عقل. هذه الحاجة الأولى. هي وقتها كانت الهدف نتاعها الحصول على الميزانية. إذا كانت هي كانت تحب تعطيني الميزانية باش تقدم، ما كانتش لاهية باش تدافع على حاجة أخرى. من المفروض وأن الصحافة اللي هما أنا نقدرهم، اللي هما كانوا مناضلين في العهد السابق ويتحملوا مسؤولية، كانوا ينجموا ويقتنعوا بهذا الحق ويدافعوا عليه من غير خجل وبدون تردد، لأن كما قلت اللي هي الهدف نتاعها تحقيق أهداف الثورة. سيدي أحمد كان نجم تقصر شوية مازالوا باش يتكلموا. ميساج مازال عندنا دوتر اوكاسيون بور ديبات سيدي أحمد. أكو أنا بنتهي. وشكرا. Madame Raouda Qarafi, magistrat, est très engagée par rapport à la justice transitionnelle.
شكرا. أنا معناتها اللي نحب نأكد عليه أنه العدالة الانتقالية في تونس اللي عاقها وضرها ضرر كبير هي غياب الإعلام العميق حولها في تفهيم التوانسة شنو أهمية العدالة الانتقالية، شنو هي الحقيقة، شنو تفكيك منظومة الفساد، شنو جبر الضرر، شنو الدوائر القضائية معناتها المتعهدة باش تعهد به. أنه العدالة الانتقالية تكون في صميم معناتها مسألة المصالح ومصالح بعض الإعلاميين اللي مازالوا مسؤولين عن الإعلام العام والخاص اللي هما معنيين بالعدالة الانتقالية، هذا صحيح جزء كبير من المشكل. ولكن المشكل في قدري كان مشكل كبير على خاطر وقت اللي مازلنا نلقاو كما تحدثت مدام شيماء على نقول انا ليزيفي دون شونطمون، وقت اللي تلقى مرات في بعض المسائل المتعلقه بالعداله الانتقاليه يعني نفس السلوك نتاع التعتيم حول مساله معينه، والاستاذ الجليل تعرض للحدث التاريخي فهمتي حول اول محاكمه في تونس وفي المنطقه العربيه الاسلاميه لجرائم الانتهاكات الجنسيه، معناتها في الاعلام القضائي فما حتى حد اعلن كان جمعيه القضاء التونسيه، معناتها حتى على المستوى المؤسسي في القضاء توا القضاء مازالت تشرف عليه من حيث الاداره وزاره العدل. معناتها وزاره العدل ما عملتش حتى انتي كومونيكي. دو فات احنا في الجمعيه احنا مسؤولين عن هذايا عملنا ووصفنا الحدث بالصفه هذه فهمتني، وإلى سيركولي دون سو سونس. هذه من الامثله اللي نجم نعطيها. مثال ثم احنا توا بعد ما وقع في مجلس نواب الشعب وما سمي بالقرار مع عدم التمديد في تخطيط يعني جزء من الاعلام به ما تمش المسافه اللي اتخذت من الشيء اللي وقع، معناتها هذاك تعدى كانه قرار والحال ان سي اون ديسيزيون كونتيستي، اقل ما تنجم توصفها اذا كان ما نقولش هو ماهوش قرار فهمتني قانونيا هو مش قرار ما يتقالش حتى بالمسافه انه كي لا يتي كونتيستي، معناتها تفرض اعلاميا وكانه قرار وسيء واحنا معناتها ماشيين قدام باش نوقفوا الحقيقه والكرامه معناتها ما تنجمش تكمل اعمالها. دوك شنو اللي يحصل؟ مع انه وقع عمل كبير نتاع ديابوليزاسيون والساده الاعلاميين يعرفوا الماتير هذه في الاعلام نتاع ديابوليزاسيون شنو اللي تنجم شنو الاضرار الفاتحه اللي تنجم تعطيها باش معناتها ما تخليش الناس يفهموا اهميه المسار هذايا بالنسبه لهم. ديما انا نتحدث على المساله القضائيه اللي نعتبر انها مساله مهمه برشا. مثلا في موضوع باش نرجع للكوليكتيف معناتها تكونت اليوم جبهه فيها معناتها 40 منظمه من اهم المنظمات الوازنه في تونس، معناتها فيها الرابطه، فيها جمعيه القضاة، وفيها صحفيين، وفيها النساء الديمقراطيه، وفيها دستورنا، الناس اللي نعرف تحت معناتها الدكتاتوريه ورافقت المسار الانتقالي، ولكن هذه توا الكوليكتيف هذايا لا يعلم عليه شيء، حتى شيء، معناتها حتى وقت اللي بامكاناتنا واحنا في نقابه الصحفيين نجتمع، وهي شريك معنا، باش نعطيكم معناتها بعض الامثله. سامحني مدام رولا ريكتيف انا بدي اعمل 3 بابي. لا باش نرجع ان بابي في جوستيس انفو و 2 بابي في لا بريس. باش نرجع لهذايا جو في سيتي معناتها المقالات اللي تعملت في لا بريس و جو في لو سيتي بمناسبه حاجه اخرى اللي ناخذوا فيها اللي فيه هذايا كاين باكيت ماجيك تتحرك تخلي الكل معناتها ما يعطيش مساله الاساتذه الجامعيين اللي عملوا البيتيسيون مدام اللي لا بريس الوحيد فهمتني هي اللي وانا جو في لو دير بمساعده مدام ألف لا بريس الوحيده معناتها شوف خلينا من الناس المناضلين واللي اونجاجي واللي هذوما معناتها ناس شافت فضيحه الحصول في مجلس النواب وفهمت انه ماهوش عادي على 6 اشهر توقف انت بروسيسوس فهمتني كي يقول مثلا سي منير الشاوي كي يقول سي عبد الرزاق المختار كي يقول سي مهدي مبروك كي يقول الاستاذ الامام معناتها في الناس معناتها سي موبيليزي هذه ايزون بيني افير باسي
بيتيسيون هذه في الاعلام وما تعدتش. دوك هنا نقول ثم ريالمون مشكل كبير كيفاش الحلقه هذه معناتها تنجم تتكسر باش نجموا ننقذوا ما يمكن انقاذه في هالمسار هذا اللي بدا ياتي بنتائج. اليوم عندنا تورنو هيستوريك، الجلسه تاع درام اثنين الثانيه في الانتهاكات الجزيره غدوه معناتها ما ثماش خبر عليها في الاعلام، ما ثماش جوست لا ما ثماش خبر عليها. دوك كيفاش نجموا نعملوا باش هالحلقه هذه معناتها تتكسر على خاطر ينجم تتوجد الديابوليزاسيون، يلزم تتعدل الكفه شويه، يلزم زاده العداله الانتقاليه ومفاهيمها وما هو واقع توا المراحل نتاعها القادمه، يلزم كيفاش نلقاو حل باش نعدلوا المشهد هذايا شويه. وشكرا. Merci Madame Laula. Avant de passer la parole aux panélistes. malheureusement جيت مأخر دونك ما حضرتش معناتها اللي حضرت في الاخر معناتها اللي سمعت باوسلة. انا نحب نتكلم اون طون كي في دي معناتها اللي خاطر الناس كلها تحكي على لي في دي، دونك ماذا بيا معناتها اللي نتكلم انا اون طون كي في دي اون طون كو ممبر دو لي في دي par rapport à tout ce qui est problème de communication. انا مش باش ندافع على لي في دي ونقول راه عندنا استراتيجي كوم كلي طياره راهو احنا معناتها كلي سي سيغتان كو احنا بيدنا معناتها كلي ما كناش ناجحين برشا في الكوميونيكاسيون، معناتها كلي هذا مانيش باش نناقشوا برشا، لكن نحب نقول حاجه اللي الاعلام ما عاوناش بالكل. احنا خساره ما جبتش معناتها كلي لي ستاتيستيك على لي زارتيكل ولي بلاتو اللي تعاملوا معناتها كلي في الفتره تاع 4 سنين. كان نجيو نشوفوا معناتها كلي لي بورسنتاج كنا نلقاو اغلبيه كان مش معناتها لي 90% الكلهم يجيو في اطار اونتر جيمي نسميه لو سكاندال. ها فما كونفلي انتر وقتها لي بلاتو يتعداو جمعه كامله يحكيو عليه ويزانفيت معناتها لي بيرسون كونسيرني ويعيطوا لهم ويحكيو عليه. دونك سي فريمون اون بوليتيك بالحق دو diabolisation معناتها دو لي في دي et qui a été un peu qui a consacré et renforcé la représentation de toute une institution في personne de sa présidente. بكري قالت معناتها كلي لجات اللي لي في دي سي با يونيكمون معناتها كلي سي هم ديسيدرين، لكن rarement باش ما نقولش معناتها كلي حتى مره ما سمعت on présente les VD en tant qu'instance. C'est elle, Ben Sidri. Donc il y a une certaine fixation et c'est une fixation voulue. C'est pas gratuit. Une fixation sur la personne de la présidente et tout ce qui tourne autour de la présidente. Elle, personnellement, en tant que membre de l'IVD, ça m'est arrivé de recevoir des journalistes. J'ai l'article. Je ne vais pas citer les noms. Et j'ai journaliste, on a dit où je présentais le travail. بعد ما راح حتى شيء. في أحسن الأحوال نلقاو معناتها كلي une petite phrase هكا معناتها كلي طايرة في الهواء. On a organisé, on a معناتها كلي وبعد نحكي لكم شوية معناتها كلي un peu sur le travail de l'IVD, une consultation nationale et l'idée de pratiquement 8 jours. Et on a fait la présentation de cette consultation. Et on a donné les résultats de notre travail. On a invité les médias. Qu'est-ce qu'on présente? 2 phrases à l'état de la présidente à la mango qui n'a rien à voir avec la consultation. Donc, il y a quand même un problème au niveau de la communication et au niveau un peu de la diabolisation de l'IVD en tant qu'instance qui évolue. بكري قالت معناتها اللي باوسلة اللي رئيس الهيئة كانت تنجم تستغل معناتها الفرصة وجودها في مجلس النواب، وانا اليوم نحب نقول معناتها اللي في مجلس النواب وقتها احنا نمشيو باش يسمعونا ويسمعوا معناتها اللي احنا كي مشينا مرة وحبينا نكسروا سيتي فولو دو نوتر بار. رئيس الهيئة كانت اون فواياج وهما عيطوا لنا معناتها اللي عيطوا للهيئة، احنا قلنا ابريتو احنا ان كونسيل نجموا احنا نمشيو نمثلوا الهيئة. تعرف ايش صار لنا؟
دونك حاجه متردين من مجلس النواب. دونك هل الفيكساسيون على البيرسوناج دو لا بريزيدون تحسوا فولو à tous les niveaux. معناتها حتى احنا en tant que commissaire élu كيف la présidente, on n'a pas le droit de parler et on n'a pas le droit de représenter l'instance اللي احنا membre فيها. دونك حبيت معناتها نعطي هاد شويه معناتها دي فلاش خاطر كان نجم نحكي لكم معناتها ساعات على الديفيكولتي. احنا on a fait des spots publicitaires pour présenter la justice transitionnelle, la mission de l'EVD, la mission معناتها شنو les réparations, pour expliquer un peu et معناتها sensibiliser monsieur tout le monde par rapport à ça. شكون شافهم les spots؟ تعديو بالسيف بعد des mois dans quelques médias وتقبضوا بعد تنساه. Merci Khaled Oldeni pour votre témoignage. La formation à l'enseignement à l'Institut de presse a baissé ces dernières années. Est-ce que les journalistes ne savent plus faire de reportage, d'enquête, de vérification des faits, de croisement des faits, de mettre en contradiction les opinions? Moi j'ai remarqué aussi par exemple dans les conférences, dans les comptes rendus des conférences de presse de l'IVD, une opinion. Il y a un mélange entre l'information et l'opinion, et le journaliste finit par donner une opinion sur Siam Belzadri, sur son travail, sur les dérapages de l'IVD. Donc ce mélange entre les gens. Bon, il me semble avoir répondu dans mon intervention, Moulkoul. Tout d'abord, j'ai l'impression qu'on dévie parfois du débat. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, ce n'est pas particulièrement la stratégie de communication ou le rôle même controversé de la présidence. Ça, on peut l'aborder ailleurs. Mais la couverture par les médias mainstream, j'insiste sur ce thème, par rapport à toute question qui pose polémique, parmi lesquelles la justice transitionnelle. Toutes les questions. Pourquoi? Pourquoi? Pour les deux raisons que j'ai évoquées tout à l'heure et qui sont intimement liées. D'abord, la structuration de l'espace public aujourd'hui. Nous sommes traversés par des polarisations très intenses qui ont engendré des tensions. Et tu te rappelles, Paul, en 2012, nous étions quelques voix à dire attention des risques de polarisation de la société tunisienne. Et là, nous sommes en train de voir les deux formes de polarisation. La polarisation entre les anciens, qui sont revenus en force à la faveur des élections législatives de 2014, et qui sont toujours animés par les mêmes schémas et pratiques autoritaires, et qui ne veulent pas de cette justice transitionnelle. On les voit partout, essentiellement dans le monde des médias, et quelques militants dont nous sommes, et qui aspirent réellement à un régime démocratique. Ça, c'est la première polarisation. Et sur laquelle est venue se greffer l'autre polarisation d'ordre identitaire, islamiste conservateur d'un côté, et séculariste de l'autre. Et le problème, avec l'autre aussi pendant cette situation, c'est que le monde des médias n'a pas connu de véritable réforme depuis 2011. Pourquoi il n'a pas connu de véritable réforme? Parce qu'il n'y a pas eu de volonté politique de réforme. Donc, il est livré à lui-même. Et ce qui explique le buzz, ce qui explique maintenant le monde des affaires qui inonde ce monde des médias, et ce qui explique aussi l'opacité des ressources financières, eh bien, et dans ce monde, je dirais, complètement confus ou bigarré, que peut faire un journaliste? Le journaliste, il est d'abord lié par le lien de subordination à son entreprise. Il ne faut pas l'oublier. D'autant plus que beaucoup de ces entreprises de presse ne disposent même pas d'une ligne éditoriale. Tu parles des lignes éditoriales, il n'y en a pas, on ne connaît pas la ligne éditoriale, ce qui est contraire d'ailleurs au décret 115, de loi 115. Ils ne le disent même pas. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, premièrement, une réelle volonté politique de l'État, et d'autre part, les instances, du moins dans le monde de la presse, il n'y a pas de véritable instance. On voit le mal qu'ils ont pour créer ce conseil de presse, qui est un conseil d'autorégulation. Quant à l'AICA, elle est complètement, parfois, elle-même paralysée. Il y a au moins une chaîne de télévision, la AICA, excusez-moi, c'est la haute instance de communication audiovisuelle qui est l'instance de régulation du secteur de l'audiovisuel en Tunisie. Pour votre mémoire, c'est pas la peine de le nommer, il y a au moins une chaîne de télévision qui diffuse sans aucune autorisation légale, en toute quiétude, ce qui est un non-sens. Et tout ça a engendré ce que j'ai aujourd'hui, cette confusion totale dans le traitement de toutes les questions qui posent polémique. D'ailleurs, ce que constate pour le justice nationale, on constate aussi quand il s'agit de lutter contre la corruption. On retrouve les mêmes polarisations. Donc, ne mettons pas l'idée. Les médias sont le reflet de la société. Et cette bipolarisation que vous voyez dans la scène publique, vous la voyez aussi dans les médias. Et j'ai cité l'étude que nous avons faite et qui montre que, en gros,
les médias, plus ou moins, reflètent les grandes forces politiques qui existent dans l'espace public. Bon, la question qui se pose, c'est que la plupart de ces, je mets en parenthèse ces entreprises de presse, parlons-en. J'ai fait une étude il y a 2 ans, vous savez qu'ils ne disposent même pas de structure rédactionnelle, il n'y a même pas de conférence de rédaction, il n'y a même pas de ligne éditoriale, il n'y a même pas de charte rédactionnelle. Donc, qui décide? Ben, c'est le patron. Et ce qui fait que souvent, on en parle souvent, il n'y a pas même de séparation entre l'administration et le rédactionnel, ce qui est contraire encore de décret 115. Donc, c'est la confusion totale. C'est la confusion totale, et si bien qu'un journaliste bien formé, quelle que soit l'école, pas nécessairement à l'IPSI, même ailleurs, dès lors qu'il est recruté dans ce magma, il n'a pas le choix. Soit il se conforme ou bien il quitte. Et nous avons vu beaucoup de journalistes, et non des moindres, quitter. Et souvent, c'est des raisons pour lesquelles j'avoue. Donc, aujourd'hui, je répète d'ailleurs, parmi le dysfonctionnement de cette transition, c'est l'absence de réforme des médias. Et je le dis avec beaucoup d'émotion parce qu'en 2011, j'ai fait partie d'une instance qui s'appelait l'INRIC, et nous avons cessé de dire, Raoult, et ressasser qu'il faut tout de suite réformer les médias. Mais comment avons-nous réformé les médias en 2011? En se basant uniquement sur la norme juridique. Nous allons faire d'excellents cadres juridiques et institutionnels, et là, la réforme va suivre. Ce qui est totalement faux. Ce qui est totalement faux, parce que dans cette réforme juridique, on s'est basé beaucoup plus sur des compétences étrangères, puisque les compétences nationales n'existaient pas encore, du moins pour ceux qui maîtrisent ce qui était une configuration des médias démocratiques. Donc, il y a eu beaucoup de notions, et là, sur lesquelles je travaille en ce moment, totalement nouvelles à notre culture médiatique, mais que nous ne les avons pas assimilées. Qu'est-ce que ça veut dire assimiler? C'est-à-dire les faire miens, partie intégrante de moi, y compris cette notion de régulation. Évidemment, y compris même des notions qui paraissent fondamentales, par exemple la notion de service public, y compris vous à la presse. C'est la confusion totale qu'on vous appelle. On vous dit que vous êtes obligé de vous muter en médias de service public. Mais qu'est-ce que ça veut dire, médias de service public aujourd'hui en Tunisie? Donc on a inoculé beaucoup de notions, souvent historicisées et réfléchies ailleurs, mais qui n'ont pas été intégrées et assimilées dans les tissus tunisiens. Et ce qui explique sur ça cette confusion, vous avez aussi, je reviens sur cette polarisation, beaucoup d'anciens qui étaient même compromis avec l'ancien régime et qui ont trouvé dans cette confusion des lois l'occasion, à travers ces interstices, de venir s'imposer et de faire même la loi, entre guillemets. Et ce qui m'inquiète, et je termine par là, aujourd'hui, je reste un défenseur des services publics, c'est je dirais l'affaiblissement de ce rôle régulateur et réformateur de l'État. Je ne le vois plus. Et là, de plus en plus, ce rôle se trouve amoindri ou même supplanté par le poisonnement des intérêts privés. Et ça m'inquiète doublement. Et merci de votre attention. Mouna, tu as une ou deux choses à ajouter? Oui, non, par rapport aux médias, par rapport à ta question, Thierry, sur un grand média public par rapport à un média électronique qui aurait la même tendance et le même discours, je pense que, en plus de ce que dit ici Alain Bouchir, il ne faut pas oublier les systèmes de réseau qui existent entre les journalistes, c'est pas comme en France, Pierre Carl l'a bien montré, avec les réseaux entre les journalistes et les réseaux entre les politiques et les journalistes qui se créent. C'est-à-dire que quand ces journalistes-là, ils peuvent être dans des médias électroniques, passer à la télé, passer à la radio, travailler en même temps à la télé, à la radio et dans des médias électroniques ou dans la presse écrite, ce ne sont pas deux entités différentes, c'est-à-dire entre les médias publics et les médias privés, et entre les grands médias et les petits médias électroniques. C'est généralement les mêmes réseaux et les mêmes personnes qui gravitent autour. Donc ça, c'est par rapport au fait qu'ils aient à peu près, bizarrement, un média public qui aurait beaucoup de financement et un média électronique qui serait beaucoup plus précaire, effectivement, économiquement, ou de presse écrite. Concernant Mme Magalaf, vous parlez de la décision du mandat, de non-prolongation du mandat par l'ARP qui serait illégale. Je ne suis pas du tout juriste, mais j'ai tendance à être d'accord avec vous, évidemment. Mais le problème,
quand on voyait le problème de l'extérieur, et en n'étant pas spécialiste en droit, on voyait différents discours, c'est-à-dire par exemple Ahmed Souad qui va dire, oui, ils ont raison, c'est pas à l'IVD de décider du prolongement du mandat de l'IVD, donc là c'est à l'AFP de décider. Moi personnellement, en termes de langage, je comprends exactement le contraire, que c'est à l'IVD de décider. Parce que rien ne dit que c'est à l'AFP de voter là-dessus et comment elle voterait, etc. Enfin, logiquement. Et vous dites la même chose, que cette décision-là de non-prolongation est aberrante. Le problème, qui a raison? C'est-à-dire que là-dessus, le problème c'est qu'il n'y a pas un cours constitutionnel, le problème c'est qu'il n'y a pas de jurisprudence. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de jurisprudence en Tunisie où on reviendrait, et aussi où on reviendrait au débat non, le tribunal administratif s'est prononcé sur la question. Il ne s'est pas vraiment prononcé. Si, quand même, pour dire que c'est des attributions. Mais justement, cette décision a été occultée. Non, la décision du tribunal administratif était tellement dans la non-décision, justement, qu'elle a été interprétée par d'autres juristes comme étant donnant raison à l'AFP et d'autres comme donnant raison à l'IVD. Donc là encore, il y a un problème par rapport à la lecture des textes, par rapport au fait de retourner au débat de 2013 pour savoir quel était l'esprit du législateur par rapport à ça, et par rapport effectivement au fait de ne pas avoir d'institution qui pourrait contrôler ce genre d'interprétation. Le minimum dans ce cas, c'est de parler d'une décision contestée. Pour moi, c'est un minimum, mais pas de la présenter comme une décision définitive qui est passée. Et prendre le parti d'une minorité parlementaire. Oui, je termine. Juste par rapport à la formation, la formation ABC ces dernières années. En fait, là, j'aurais une question. Pourquoi tu dis que la formation ABC ces dernières années, par rapport aux années de Nani, où moi j'avais plutôt l'impression qu'ils apprenaient que c'est plus de la communication qu'ils apprenaient plutôt que du journalisme, et donc peut-être qu'aujourd'hui ça serait mieux au contraire qu'avant. Ces 10 dernières années, elle a beaucoup baissé. Il y a des professeurs qui sont partis, de bons professeurs qui sont partis, et la sélection, elle se fait d'une manière par le bas, un nivellement par le bas, et on le voit chez nous à la presse, quand il y a des stagiaires qui viennent du psy, il faut tout le rapport dès le départ. Je suis désolé, l'IPSI souffre de beaucoup de carences. Je suis même, personnellement, je dirais même, dans un geste de dénonciation de la situation de l'IPSI, je dirais même que je suis favorable à la dissolution carrément de l'IPSI, mais on n'apprenait pas la communication, on apprenait réellement du journalisme, sincèrement. Peut-être avec certains cours qui manquaient de profondeur, de pertinence, mais sincèrement la perspective n'était pas du tout celle de l'apprentissage de propagande. Même si certains profs tentaient de le faire, mais il y avait des équilibres internes, que ce soit parmi les rangs des enseignants ou à travers les étudiants, militants aussi, qui ne les laissaient pas faire. Je me rappelle, moi, qu'on est allé à virer un prof parce qu'il avait le piste du RCD, on l'a viré de la cour, de la salle. Donc, awas. Par ailleurs, en fait, il y a quelque chose qui me gêne, c'est la généralisation par rapport. Je suis loin d'être corporatiste, j'ai passé des années à écrire d'une manière hebdomadaire sur les médias et à dénoncer les pratiques propagandistes, de désinformation, toutes les pratiques qui nuisent à l'indépendance de la presse et à la déontologie du métier. Mais par ailleurs, il y a un temps où on généralise par rapport aux médias et par rapport aux journalistes qui n'est pas du tout rationnel, si on veut, et qui ne reflète pas la réalité des faits. En rappelant ces choses dites, mais faut-il le rappeler, que les journalistes évoluent dans des cadres d'entreprise. Damara, vous avez dit que les journalistes disent c'est notre ligne éditoriale. Bah oui, un journaliste, il est appelé... Ok, un journaliste est... D'accord. Un journaliste est appelé à respecter la ligne éditoriale de son média. Le problème n'est pas dans le respect de ces lignes éditoriales. Les lignes éditoriales sont inexistantes.
Et même si elles sont existantes, de par leur inexistence, parce que la nature a horreur du vide, et si on ne va pas manifester clairement et assumer une ligne éditoriale, c'est la pratique qui va la définir par la suite. C'est un problème de pluralisme. Le problème, c'est qu'il y a, par exemple, je dirais 50 journaux, mais tous ces journaux-là sont plus ou moins dans la même direction, ou presque. Je fais de la caricature. Je vais juste finir par rapport à une question très importante. Je pense que ma présence ici me pousse à m'exprimer là-dessus, d'autant plus qu'on parle des médias. Pour interagir avec vous, Madame Olteni, malheureusement, dans nos diverses tentatives de présenter, et c'est ce que nous avons fait, l'IVD comme institution, nous avons toujours eu une contrainte, il s'agit de la présidente, qui ne veut pas non plus en faire une institution. J'ai dénoncé l'attitude médiatique, mais la présidente qui veut faire aussi la police de circulation sur la com. Nous cherchons à contacter tel président de commission, mais il y a entre nous et ce président-là les verrous et ce robinet qui s'ouvrent et qui se referment en fonction du bon vouloir de la présidente aussi. Donc, Shaima, je te passe directement la parole. Je regrette aujourd'hui, toutefois, qu'on soit dans cette situation. Vous avez dit, aujourd'hui, on doit soutenir l'IVD. L'IVD est une institution de l'État et le principe de redevabilité que les journalistes appliquent sur les institutions doivent s'appliquer sur l'IVD parce que nous avons vu certaines pratiques autoritaires en matière de gestion et ça, c'est à relever et à dénoncer. Nous sommes pour des idées, pour des valeurs, pour la justice transitionnelle. Et nous ne convergeons pas avec les tentatives des médias qui veulent décrédibiliser l'IVD, non pas pour décrédibiliser, pour mettre un terme au processus de la justice transitionnelle, mais nous avons le devoir de veiller au bon fonctionnement des institutions et nous tenons à des valeurs, ni des personnes, ni des institutions qui restent éphémères. Merci. عشان نذكر الرقم 35% من الناس اللي نسبة مشاركة في انتخابات بلدية. رقم سلبي عن برشا ناس، لكن اللي يعكس هو انه نجموا نقولوا انه 35% من الناس قاعدين يلتجئوا للاساليب التقليدية في المشاركة في الحياة السياسية. خاطر انا ضد انه نقولوا انه 65% عندهم عزوف عن الحياة السياسية، هذا خطأ. بما انه فما 35% فقط قاعدين يلجؤوا للطرق التقليدية في المشاركة في الحياة السياسية، نجم نقول انه رقم مشابه للناس اللي يلجؤوا للمصادر التقليديه للاعلام زاده او يستندوا عليها فقط في اخذ قراراتهم او توجهاتهم السياسيه، معناها نجموا نقعدوا احنا لهنا الصباح ونقولوا الاعلام التقليدي ماهوش قاعد يغطي المعلومات او يغطي الاخبار بطريقه تستجيب لاهميه المواضيع، لكن هذا شويه هروب من المسؤوليه انه احنا نخدموا على الارض، منها هيئه الحقيقه والكرامه خاطر هي تابعه دوله للدوله التوجه نتاعها ضد اشياء موجوده في الدستور، عدد قانون المصالحه في مجلس الشعب والاغلبيه مر بالديمقراطيه. فيظهر ثم جانب المسؤوليه انه احنا نخلقوا الوسائل غير التقليديه، لانه الناس مش يسمعوا الاشياء غير التقليديه لانه قاعد يوريوا فيها حتى في ممارستهم السياسيه عن طريق حاجه بسيطه جدا اللي هي التصويت، وهذا تذكير للنفس للمجتمع المدني قبل ما يكون تذكير للهيئات بتاع mais aussi des médias, on l'a bien compris. Et merci beaucoup pour les panélistes, pour les questions. Je vous rappelle que nous avons un autre panel juste après la pause café. Le panel va traiter des résistances dans l'identité individuelle et collective. Merci et à tout à l'heure.